Bonjour à tous. Pour information, Emmanuel Bacri, directeur scientifique du HDH, va se connecter pour la session de questions-réponses. Merci à tous de vous être connectés pour ce deuxième webinaire de l'appel à projet du HDH et du Green Data for Health sur la santé et l'environnement. Nous allons brièvement présenter l'appel à projet, les critères d'éligibilité, le pourquoi de cet appel à projet. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. Si ça vous va, on peut garder toutes les questions pour la fin. Et je vais donc initier. Très bien, merci Maria-Renée. N'hésitez pas à me dire si ma connexion saute. Je crois que j'ai quelques difficultés ce matin. Alors, le Green Data Forest, pour faire un rapide point pour comprendre son contexte et son offre de service pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'une action phare du 4e plan national santé-environnement, qui a été publié en juin 2021 et qui consiste en la création d'un espace commun de données environnementales au service de la santé. Et pour ce faire, il vise l'objectif de permettre une meilleure mobilisation des données environnementales pour les acteurs de la recherche et de l'expertise, et ce, pour un usage en santé-environnement. Alors, l'initiative, elle va viser plus largement, comme elle s'inscrit dans le PNSE4, à contribuer à la production de connaissances pour le domaine de la recherche en santé-environnement. Et c'est une offre de service qui est actuellement incubée à l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation par la donnée du ministère de la Transition écologique, de l'énergie et de la cohésion des territoires. Alors, le Green Data Forest, il vise à répondre aux besoins d'utilisateurs finaux qui sont à la fois les chercheurs et les experts en santé-environnement, mais également les gestionnaires et producteurs de données environnementales auprès desquels on peut identifier justement les données environnementales. Je mettrai le lien dans le chat. Catalogue constitué actuellement de 130 ressources avec des métadonnées qui ont été pensées pour justement un travail de recherche en santé-environnement. À cela, on va venir ajouter un catalogue d'outils. On travaille également sur des outils juridiques, dont des fiches que l'on a appelées la ressourcerie, des fiches d'aide juridique qui vulgarisent les grands principes du droit des données environnementales, aussi accessibles en ligne. Et enfin, une brique d'animation qui permet de fédérer l'écosystème des acteurs de la recherche et de l'expertise en santé-environnement autour de cas d'usage d'un Data Challenge qu'on va organiser au S2 2023 et également donc, de l'appel à projet conjoint avec le Data Hub que nous sommes ravis d'avoir lancé le 18 octobre dernier. Maria-Renée, je te laisse. Merci beaucoup. Et certains d'entre vous le connaissent déjà. Le Health Data Hub, c'est un service public de la donnée de santé. Comme vous le savez, les usages des données de santé se multiplient et accéder aux sources de données dans des délais les plus courts possibles, c'est essentiel. Le HDH, c'est une structure qui a été créée fin 2019 et qui vise à faciliter l'accès aux données de santé au projet d'intérêt public dans la continuité de l'ouverture du SNDS en 2016. Le HDH a 3 rôles. Le premier, c'est un guichet unique sur les données de santé en France. Le deuxième, c'est un catalogue de données qui inclut une des plus larges bases de données médico-administratives du monde. Et le troisième, c'est une plateforme sécurisée et qui est à l'état de l'art. Alors, par rapport au contexte et aux enjeux de la santé-environnement, c'était important pour nous de revenir déjà sur les grands enjeux. À savoir que selon l'OMS, les facteurs environnementaux et comportementaux sont responsables d'au moins 15% des décès en Europe, qui pour la plupart seraient évitables. Et également, une autre étude montre que près de 25% des maladies chroniques dans le monde sont causées par justement l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. C'est la raison pour laquelle la pollution de l'air, de l'eau, des sols, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, étant l'origine de multiples pathologies, sont à étudier. Et c'est pourquoi cet appel à projet contribue vraiment au fait de stimuler la production de connaissances quant à l'effet justement de ces facteurs environnementaux sur la santé et qui est un enjeu majeur de santé publique et notamment l'enjeu adressé par les multiples actions du 4e plan national santé-environnement. Alors, comme je disais, ce plan qui a été publié en juin 2021 vise, entre autres, à stimuler le développement de la recherche en santé-environnement
Et donc, c'est dans cette action-là, en tout cas dans ce plan national-là, que s'inscrit le Green Data Forest et plus largement cet appel à projet. Alors, je pense que sur l'autre slide, voilà, donc on présente l'appel à projet, donc il s'intitule La donnée pour la recherche et l'innovation en santé et environnement. C'est la toute première fois que le FDATUM et le Green Data Forest s'associent pour lancer cet appel à projet qui vise à accompagner les équipes de recherche pour leur permettre une meilleure mobilisation à la fois des données environnementales et également des données sanitaires qui vont être nécessaires à la réalisation de leurs travaux. L'idée, c'est que cet appel à projet puisse intervenir donc sur ces projets de recherche pour lever les freins concernant la mobilisation de la donnée, qu'il s'agisse de mieux repérer la donnée, savoir où elle se trouve, faire le lien avec les producteurs et gestionnaires de cette donnée et également intervenir au niveau de l'accès de la donnée et également de son utilisation. Voilà, s'il y a des pré-traitements à mettre en place ou en tout cas de l'aide pour justement nettoyer la donnée, la traiter et aller jusqu'au croisement de cette donnée, donnée environnementale avec la donnée de santé. On reviendra juste après sur l'accompagnement du Green Data Forest et du FDATUM, qui est à la fois humain, technique et financier. On fera un petit point dessus. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'un groupe de travail à la rentrée 2022, donc en octobre 2022, a travaillé sur le périmètre de l'appel à projet qui concerne prioritairement les 3 thématiques du bruit, des bassins industriels et des perturbateurs endocriniens. On dit bien prioritairement, car si vous avez des projets de recherche qui sont axés sur des études multifactorielles ou si vous avez des projets de recherche sur d'autres thématiques que ces 3-là, vous pouvez toutefois déposer un dossier. Le jury tiendra compte des dossiers déposés pour éviter que l'appel à projet soit trop large. On avait initialement considéré ces 3 grandes thématiques. Toutefois, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui ont des projets déposés sur d'autres thématiques, santé et environnement, donc ne vous restreignez pas. Donc, par rapport à la thématique du bruit, on a envisagé une étude épidémiologique pour déterminer les effets de l'exposition du bruit, quelle qu'elle soit, pour démontrer les effets physiologiques du bruit ou les effets psychologiques. La deuxième, c'était axé sur une étude, par exemple, menée au niveau national sur les situations d'exposition aux polluants pour les populations riveraines des bassins industriels. Et la dernière des perturbateurs endocriniens, on s'est dit qu'il pouvait y avoir 2 grands axes. Le premier qui serait, par rapport à la liste des perturbateurs endocriniens, effectuer une étude d'impact pour mettre en lumière le développement de pathologies spécifiques, notamment liées à des troubles hormonaux, ou alors, toujours sur ce sujet des perturbateurs endocriniens, à partir d'une liste de substances, proposer plutôt un projet de sélection de variables. Voilà, donc pour vous donner quelques idées de sujets qui pourraient être adressés. N'hésite pas, Maria-Renée, si tu veux compléter au fur et à mesure. Et ensuite, concernant donc le détail de cet appel à projet, les modalités, le HDH et le GD4H soutiendront 4 projets lauréats donc, qui seront désignés suite à la clôture de l'appel à projet. Et Maria-Renée reviendra sur les différentes dates. Il faut savoir que cet accompagnement s'étendra sur une période de 18 mois à partir de mars 2023. C'est un accompagnement qui va être de nature un peu différente entre celui du FDATUM et du Green Data Forest. Côté FDATUM, donc il va s'agir surtout d'un accompagnement pour accéder à la plateforme technologique, permettant d'accéder aux données avec un appui technique, également un accompagnement et un appui à l'ouverture des résultats, et un financement à hauteur de 115 000 € par projet. Côté Green Data Forest, on va avoir un accompagnement qui sera surtout humain par l'équipe du Green Data Forest, avec un appui à la mise en relation avec les différents gestionnaires, producteurs de données et acteurs compétents identifiés sur le sujet de recherche du projet qui aura été retenu, une aide pour repérer les données environnementales utiles, également une aide s'il y a besoin d'identifier des processus d'accès aux données, par exemple de conventionnement, ou un accès via un acteur dédié ou une démarche dédiée. Et ensuite, un éclairage, un appui technique si nécessaire dans l'exploitation des données, que ce soit par exemple au niveau du nettoyage, la préparation de jeux de données ou la mise en place de jointures des bases de données. Je précise au niveau du financement jusqu'à 20 000 €, il s'agit d'une enveloppe
qui pourrait être engagé auprès d'un prestataire en sciences de la donnée pour aider l'équipe du Green Data Forest à remplir à bien les missions pour répondre aux besoins de l'équipe lauréate. Et je vais peut-être juste préciser pour les 115 000 euros du HDH, il y a une annexe financière dans le formulaire sur des marches simplifiées à remplir. Et avec tous les coûts, les 115 000, c'est le montant maximal de la subvention qui peut donc être demandé. Très bien, je pense que Maria-Renée, tu peux présenter Oui, la suite. merci. Donc, qui peut candidater à cet appel à projet? Nous avons plusieurs critères d'éligibilité. Le premier, c'est le dossier. C'est avoir un dossier complet et conforme qui soit soumis dans les délais sous forme électronique. Ensuite, le projet doit exclusivement porter sur la mise en œuvre d'un projet de recherche et d'innovation qui respecte les thématiques, les 3 thématiques prioritaires, mais peut aller également au-delà. Si votre thématique est intéressante, elle sera bien sûr prise en compte par le jury. Ensuite, la proposition d'une assiette éligible de travaux qui ne fait pas ou n'a pas fait l'objet de financement public hors du cadre du présent appel à projet. Le projet doit se dérouler sur une durée qui ne peut pas dépasser 18 mois à compter de l'annonce des lauréats en mars 2023. Il faut formuler une demande d'accompagnement par le HDH et le Green Data for Health et ensuite présenter un budget qui ne dépasse pas les 115 000 euros pour le HDH. En ce qui concerne les porteurs de projets, ça peut être des acteurs privés ou publics. Si vous décidez de candidater à plusieurs, donc du coup de faire un projet collaboratif, un chef de file doit être identifié. Le porteur ou le chef de file doit être une personne morale qui est enregistrée en France. Donc pour ces projets multipartenaires qui impliquent plusieurs organismes, la désignation d'un chef de file portant sur la contractualisation est recommandée, mais elle n'est pas imposée. C'est pour plus faciliter les échanges entre les partenaires et vous. Si un chef de file est désigné, les autres partenaires devront contractualiser avec le chef de file pour couvrir leurs dépenses. Ensuite, bien sûr, les porteurs de projets devront être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Pour les critères de sélection, une attention particulière sera donnée aux porteurs de projets qui pratiquent la science ouverte et la mise à disposition en open access et en open source des résultats, vos documentations, algorithmes, les programmes et les résultats de votre projet. Ensuite, nous avons plusieurs critères. Les bénéfices attendus, justifier de l'intérêt du projet, de son livrable, la pertinence du projet, une problématique qui soit très claire, le caractère innovant pour la recherche en santé et environnement. Ensuite, la pertinence des données que vous allez mobiliser, la faisabilité et les réalismes techniques du projet. Ensuite, votre capacité à porter ce projet, la maturité du projet et le dimensionnement économique aussi et la pertinence de l'accompagnement que vous allez demander. Ensuite, ça c'est plus technique. Tous ces détails sont déjà sur le site du HDH. Il y a une page dédiée au appel à projet où vous pouvez retrouver ce support où on précise le type d'accompagnement qui est proposé aux lauréats. C'est tout d'abord un soutien financier du HDH, un accompagnement en expertise du Green Data for Health. Ensuite, le soutien par le HDH et le Green Data for Health pour le montage et le dépôt des demandes d'accès aux données de santé, si c'est pertinent dans le cadre de votre projet, et les données environnementales. Ensuite, la mise à disposition par le HDH de notre plateforme technologique pour traiter les données en toute sécurité et avec les outils à l'état de l'art. Ensuite, l'appui du HDH à l'ouverture de vos résultats et le soutien par les 2 partenaires à la diffusion des résultats du projet. Ça, c'est du détail. Oui, c'est vrai qu'on est déjà revenu dessus. Enfin, on en a déjà parlé, mais on pourra revenir dessus si vous le souhaitez juste après. On disait l'accompagnement notamment du GD4H sur l'identification des détenteurs de données, comment accéder à ces données, donc qualifier juridiquement leur accès et ensuite éclairer sur la bonne démarche, les bonnes démarches à mener. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect accès, sachant que pour les données environnementales, généralement, il y a moins de complexité que pour les données de santé.
Et ensuite, comment candidater? La date limite de dépôt des candidatures sur démarche simplifiée, c'est le 27 janvier 2023. En février, le 15 février, c'est la date prévisionnelle des auditions. Un jury composé de spécialistes établira un classement des demandes et en mars aura lieu l'annonce des lauréats. Un maximum de 4 projets seront retenus et ils vont bénéficier d'un accompagnement d'une durée de 18 mois maximum et d'un équivalent à un montant maximum, on vous l'a déjà précisé, de 15 000 euros pour le HDH et de 20 000 euros en expertise par le Green Data Forensics. Un peu répétitif, mais la date limite, le 27 janvier, la plateforme de candidature, c'est démarche simplifiée. Et si vous avez n'importe quelle question, il y a une adresse dédiée de l'AAP. N'hésitez pas, on répond au plus vite que l'on peut. Et voilà, est-ce que vous avez maintenant des questions-réponses et des questions? On va démarrer la séance de questions-réponses. Merci Maria-Renée. J'en profite juste avant pour dire que la première session du webinaire n'était pas enregistrée. Par contre, on a repris toutes les questions qui avaient été posées ainsi que les réponses que l'on a pu apporter et qui sont ou vont être portées dans le lien FAQ justement de l'appel à projet. Et comme disait Maria-Renée, si vous avez d'autres questions, on reste disponible par mail, au mail qui avait été indiqué, bien entendu. Et je vois qu'Emmanuel Bacry nous a rejoint. Bonjour. 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 Eh bien, c'est parfait. On entamait tout juste la session de questions-réponses. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit à lever la main. Enfin, on prendra les questions au fil de l'eau. Oui, alors je vois qu'il y a une question de Igor Bagayev. 2 questions. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Excusez-moi. Bonjour, je suis maître de conférence à l'Université de Paris-Est-Créteil et j'étais intéressé par le projet. J'avais juste une question sur... alors, c'est un petit peu relié aux critères de sélection, mais en fait, c'est sur la composition du jury. Quels sont les... je ne sais pas s'il y a déjà une idée des membres, mais de quelles institutions ils viennent et peut-être quel type de spécialiste, de quel type de spécialiste il va s'agir. Oui, tout à fait. Alors, les membres du jury ont d'ores et déjà été identifiés. Il faut juste vérifier que certains d'entre eux ne souhaitent pas déposer, enfin, que les entités ne souhaitent pas déposer dossier également. A priori, on serait sur des membres relativement variés pour couvrir toutes les thématiques de l'appel à projet. Comme on disait, comme on est prioritairement sur le bruit, les bassins industriels et les perturbateurs endocriniens, mais il peut y avoir d'autres thématiques proposées. Ça sera peut-être à ajuster au fur et à mesure. En tout cas, on va avoir les différents ministères représentés de l'écologie, de la santé, de la recherche, et également des experts, que ce soit au niveau de la recherche. Alors, oui, d'experts, je disais, donc les ministères représentés. Et ensuite, des experts de la recherche, enfin des organismes de recherche et d'expertise qui seront représentés et spécialisés sur les différentes thématiques. A priori, on pourra avoir on va dire des personnes socles dans le jury et d'autres experts qui pourraient intervenir sur les sujets vraiment spécifiques à leur expertise. Et juste, est-ce qu'il y aura des rapporteurs individualisés pour étudier chaque projet ou en fait tout le monde, ça sera basé sur une évaluation en commun Alors, je ne sais pas, Emmanuel, si côté HDH, vous aviez... Oui, tout à fait. Et ça dépend du nombre de projets qui seront déposés. En fonction du nombre de projets, on va allouer à différents experts un nombre de dossiers. Et les experts qui sont spécialisés dans une thématique auront ce type de dossier-là. Mais ça dépend tout à fait du nombre de projets qui seront déposés. D'accord. Et juste pour... c'est un détail technique, ça n'a pas d'importance pour moi, mais quels sont il s'agit de quelle spécialité enfin, je veux dire, est-ce qu'on va parler d'épidémiologues, de personnes en santé publique,
d'académiciens Les spécialités que vous venez de en environnement, hein? Tout à mentionner, fait. Ouais. Oui, oui, tout peut-être. à fait. Ça va être assez varié. On va avoir vraiment des experts sur le champ de la santé, également des experts sur le champ environnemental, des épidémiologistes. Enfin, ça va être assez varié, justement, pour faire en sorte que chaque subtilité soit prise en compte, même des personnes spécialisées sur les champs d'innovation et notamment oui, de méthodes de recherche innovantes pour vraiment couvrir le plus largement le périmètre de l'appel à projet. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, je pense que la personne suivante qui levait la main, Oui, alors je n'ai pas l'ordre, mais allez-y. Je crois que c'était Luc Daucher. oui, c'était juste une question technique sur un point que je n'ai pas bien compris. C'était sur le fait d'avoir reçu des financements par ailleurs pour le projet. Est-ce qu'en fait, on peut utiliser, si on a déjà un projet, par exemple une cohorte qui a reçu des financements et qu'on veut croiser avec des données, ces données-là utilisées, et donc pour compléter un projet déjà existant, mais pour un travail supplémentaire, est-ce que c'est éligible? A priori, j'aurais tendance à penser que oui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de faire… la chose évidente qui n'est pas éligible, c'est de financer deux fois la même chose, D'accord. ça, c'est sûr. Et il faut que ça soit… vous pouvez vous reposer sur un autre financement qui a constitué, qui est là pour financer une cohorte en disant, grâce à votre financement, dans cet appel à projet, je voudrais utiliser cette cohorte qui est financée par ailleurs pour réaliser telle étude ou telle étude. D'accord, oui. C'est juste qu'il ne faut pas financer deux fois la même chose. Alors, C'est ça, logique. ça paraît assez logique, oui. Oui, mais On ne vient pas en complément de financement. C'est-à-dire, si vous avez un financement pour faire quelque chose et vous dites, en fait, on n'a pas assez d'argent pour faire cette chose-là et on voudrait… Ça ne va pas marcher. Il faut qu'il d'accord. soit un projet identifié qui ne soit pas financé et vous demandez ce financement-là pour ce projet-là. Maintenant, ce projet peut avoir une base ou peut utiliser une base qui est financée par ailleurs. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ok, très bien, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux questions dans le chat. J'en profite pour prendre les questions à l'oral et on reviendra sur celles qui sont posées dans le chat. Alors, je vois que nous avons Julien Codeville qui a une question. Oui, bonjour. En fait, vous apportez deux types d'appui. Alors, un appui financier et un appui technique. Mais du coup, est-ce que le soutien financier est décorrélé de l'appui technique que l'HDH et le GD4H pourraient apporter? C'est-à-dire, si on souhaite utiliser des ressources en interne ou financer des postes non permanents pour réaliser nos collègues traitement croisement, est-ce que c'est éligible? Ou est-ce que ça doit être externalisé vers vous, ce type de tâche? Excusez-moi, qu'est-ce qui est éligible? J'ai eu une petite coupure. J'ai compris la première partie de votre question, mais l'exemple où vous demandiez… Est-ce que si on doit recruter un non permanent pour faire nos traitements de données, la collecte, et puis traitement, croisement et collecte, est-ce qu'on peut le faire en interne sans passer par vous Oui, absolument, bien sûr. Non, nous, on vous propose tout ce qu'on peut vous proposer, c'est un financement et on peut aussi proposer une aide technique. Maintenant, si vous ne voulez pas de notre aide technique, on ne va pas se vexer. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Oui, de notre côté, j'allais dire, c'est la même chose. On a avant tout l'accompagnement de l'équipe. Si on peut vous aider sur des points que vous ne pouvez pas traiter de votre côté. Et ensuite, les 20 000 euros, c'est nous, on a identifié un prestataire qualifié pour faire tout ce qui est traitement de données, nettoyage de données, etc., qui peut nous venir en appui au niveau de l'équipe à hauteur de 20 000 euros par projet. Voilà, mais effectivement, je m'associe à la réponse d'Emmanuel. Voilà, je ne sais pas, n'hésitez pas si on n'a pas répondu entièrement à votre question. Il y a également Grégoire Mercier qui levait la main. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Grégoire Mercier, CHU de Montpellier. Ma question porte sur la typologie des projets attendus. On a beaucoup évoqué là des projets de recherche. Est-ce qu'on peut être sur des projets d'innovation, sachant que la frontière est parfois floue? Merci. Vas-y. Oui, tout à fait. L'appel à projet, c'est donné pour la recherche et l'innovation, donc ça peut être un projet de recherche comme d'innovation. C'est tout à fait dans le périmètre de l'appel à projet. Merci beaucoup. Très bien. Alors ensuite, nous
François-Olivier Baudot, et puis on prendra les questions dans le chat entre-temps. Oui, bonjour, merci. Moi, je suis doctorant à l'UPEC. J'avais une question sur l'accès aux données. Vous dites que vous pouvez nous aider à avoir, pour avoir un appui technique pour accéder, par exemple, à des données environnementales. Mais pour les données de santé, est-ce que vous pouvez nous fournir directement des données, je pense aux données du SNDS, par exemple, ou est-ce que vous nous accompagnez dans les démarches pour y avoir accès via la CNAM, par exemple? D'un point de vue de la législation, personne n'a le droit d'avoir accès. Enfin, sauf, alors, vous avez droit. Vous êtes obligé de faire une demande d'accès. On ne peut pas, nous, le hub, donner accès comme ça sans autorisation préalable. Maintenant, vous avez 2 pipelines possibles de gouvernance pour demander l'accès. Soit vous faites partie d'un organisme qui bénéficie d'un accès permanent au SNDS. Donc, essentiellement, c'est INSERM, INRIA, CNRS et puis les CHU. Alors, il faut vérifier. Enfin, il doit y avoir d'autres établissements, mais ça, c'est en gros les grandes catégories d'établissements. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans ce cadre-là, vous avez normalement une procédure interne à votre établissement pour demander cet accès. Donc, vous faites votre demande à l'instance adéquate de votre institution. Ça peut aller très, très vite. Et dès que vous avez une autorisation, alors, vous avez le droit à ce moment-là officiellement d'accéder aux données. Ça se passe exclusivement avec une gouvernance locale et vous avez 2 modalités d'accès. Soit dans votre demande, vous demandez à accéder au portail de la CNAM. Donc, vous aurez un accès à distance au portail de la CNAM, ce qui est très, très bien. Par contre, ça vous limite d'un point de vue méthodo parce que vous pourrez essentiellement utiliser que du SAS. Donc, si le SAS, ça vous convient, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça sera plus rapide. Il faut le faire. Si maintenant vous vous dites j'ai besoin d'outils plus sophistiqués, vous allez demander de bénéficier de cet accès permanent sur la plateforme du hub, mais c'est toujours via l'accès permanent. Et à ce moment-là, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y aura le temps d'extraction des données de la CNAM vers le hub et l'ouverture de la bulle sécurisée. D'accord, mais donc il existe. Si vous faites partie d'un accès permanent. Si vous ne faites pas partie d'un accès permanent, la procédure est forcément un petit peu plus longue. Vous allez devoir faire une demande d'accès que vous déposez au hub. Ensuite, vous avez un CESRES. Ensuite, vous avez la CNIL qui vous demande de. D'accord. Parce que si on a un accès, enfin moi par exemple, j'ai un accès via la CNAM aux données, mais par contre, il est possible de demander une extraction via une autre bulle, via le Health Data Hub. Mais par contre, si on recrute quelqu'un pour faire du traitement de données, eh bien, il faudra que lui, il ait une autorisation aussi. Et le HDH peut... Vous avez un accès parce que vous êtes dans le cadre d'un accès permanent? Oui. Ici, il faut que la personne que vous recrutez, il faut mettre en place l'accès permanent dans votre institution et il aura le droit d'accès à la même chose que vous. Ok. D'accord, je vous remercie. Marie, il me semble qu'il y avait une autre personne qui levait la main, c'est Aguilès. Oui. Tout à fait. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais une question sur les données environnementales auxquelles on avait accès. J'ai bien compris qu'il y avait un catalogue avec un certain nombre de données déjà répertoriées. La question était de savoir si les projets devaient reposer sur des données qui étaient répertoriées ou si des projets qui demandaient accès à des données autres que celles du catalogue étaient quand même éligibles. Est-ce que le soutien technique s'étend aussi à des données hors répertoire? Oui, alors c'est une très bonne question. On l'a spécifié dans le cahier des charges. Les données environnementales peuvent concerner celles du catalogue en ligne, dont je vous ai envoyé le lien, mais au-delà également. C'est vrai que notre catalogue est relativement récent, donc toutes les semaines, on identifie de nouvelles données. Donc n'hésitez pas, même si vous identifiez d'autres données environnementales. Ça fera partie, nous, de l'évaluation des dossiers aussi, de voir si ces données sont pertinentes pour le champ de la santé-environnement. Et si elles le sont, pour nous, on fera d'une pierre deux coups, on vous aidera à repérer ou à rentrer en contact avec le gestionnaire de ces données, à y accéder. Et également, ça nous permettra, nous, de les référencer dans notre catalogue. Sachant que je précise un point, le Green Data Forest, donc, qui dépend du Commissariat général au développement durable, n'est pas une entité juridique à part entière. On ne va pas pouvoir obliger les producteurs à ouvrir leurs données. Où on nous a déjà posé la question, est-ce que nous, on peut annuler les frais, par exemple, pour des données payantes? Actuellement,
ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'on peut faire, comme on est bien maillé avec l'écosystème, c'est identifier les acteurs. Si on est déjà en lien avec eux, faciliter les échanges, identifier les processus et vous aider dans ces processus. D'accord, entendu. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, j'en profite pour prendre les questions dans le chat. La première étant une précision sur la durée annoncée d'accompagnement de 18 mois. Est-ce que le projet doit s'arrêter au bout de 18 mois ou est-ce qu'il s'agit de l'accompagnement qui s'arrête? Effectivement, il s'agit bien de l'accompagnement qui s'arrête au bout des 18 mois et non pas du projet, sachant que nous, on intervient sur la mobilisation des données. Donc, a priori, plutôt en amont, je dirais. Voilà. Je ne sais pas si côté HDH, vous voulez préciser. Non, on est en ligne. OK. Alors, question suivante. Concernant le financement, vous avez dit que le projet ne devait pas avoir reçu d'autres financements par ailleurs. Est-on éligible? C'est la même personne à qui on a répondu. Ah d'accord, ok, super. Oui, effectivement, Luc Daucher. Parfait. Elsa Vido, concernant l'appui technique dans le cadre du GD4H, les opérateurs experts data qualifiés externes sont-ils déjà fléchés? Alors ça, j'imagine qu'il s'agit des 20 000 € dont je parlais auprès d'entités expertes de la donnée, sciences de la donnée qui pourraient nous appuyer. Alors, comme on est en train de structurer, nous, en interne, dans le laboratoire d'innovation, l'offre aussi d'accompagnement de données pour d'autres projets, en dehors de l'appel à projet, on est en train d'identifier ces acteurs-là. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. On a quelques pistes, mais je ne peux pas vous dévoiler pour le moment parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Mais voilà, d'ici la fin d'année ou début d'année 2023, on aura identifié la personne qui pourra nous accompagner, si besoin, à hauteur de 20 000 € par projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que Grégoire Mercier, vous avez la main levée. Je ne sais pas si c'est de tout à l'heure ou si vous avez une nouvelle question. J'ai oublié de la baisser. Excusez-moi. Pas de souci. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Excusez-moi, David Darmon. Je suis désolé, je suis en voiture, du coup c'est un peu compliqué. Mais j'avais une question concernant ce qui est permis dans le cadre de l'appel à projet, les données qui vont être traitées de façon conjointe. Est-ce qu'elles peuvent être faites au sein de l'environnement du hub, c'est-à-dire rapatrier des données environnementales du catalogue vers le hub pour pouvoir les traiter de façon conjointe ou pas? Ou est-ce qu'on doit se débrouiller autrement et faire sur des données agrégées par la suite? Non, enfin, on met à dispo une bulle sécurisée dans le hub si vous en avez besoin, bien sûr. Ça fait partie de l'accompagnement. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sachant que je rappelle, on a déjà répondu à d'autres questions lors du dernier webinaire, donc vous pouvez retrouver. Ah, Marie, on t'a reperdu. Je pense qu'elle voulait dire que vous pouvez retrouver sur Entraide, on va faire des questions-réponses et qu'on va publier là. Donc, du coup, n'hésitez pas, on va également publier le replay de ce webinaire. Il y a 2 nouvelles questions. Il y a une question dans le chat, une nouvelle question. Concernant le périmètre, donc de Maïté Sarté, concernant le périmètre du projet, il s'agit bien d'utiliser des bases de données existantes et non pas de produire de nouvelles données, oui. On confirme, il s'agit bien d'utiliser des bases de données existantes. Marie, je ne sais pas si tu es de nouveau avec nous. Oui, non, mais en fait, c'est très étrange. Je vous entends et je vous vois, mais je ne vois pas quand je suis déconnectée. Laisse la main pour je crois qu'il y a des mains levées encore. Oui, tout à fait. Juste pour répondre à la question qui a été posée, pour la production de nouvelles données, on s'était dit que dans 18 mois, ça allait être trop. Mince. Bon, on t'a reperdu, Marie. Donc, je vais reprendre la main. Il y a une question de... Alors, je ne connais pas le prénom, il est marqué K.deproft. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais des questions plutôt d'ordre administratif par rapport à la durée de 18 mois. Donc, vous avez dit qu'après la sélection, les annonces des projets sélectionnés se feraient en mars 2023.
est-ce que ça veut dire que le projet doit démarrer en mars 2023 ou il peut y avoir une date un peu décalée? En fait, la subvention et l'accompagnement va se déclencher à la signature des contrats en mars 2023. Si vous voulez démarrer après, vous pouvez tout à fait le faire, mais en fait, nous, c'est à partir de mars 2023 qu'on va commencer l'accompagnement. Donc, du coup, vous perdriez du temps en accompagnement si jamais vous commencez après. Oui, parce que je pense notamment si on avait besoin de recruter un CDD, il y a des délais, bien entendu, de recrutement. Et pour être certain d'avoir le CDD en mars, si le projet est sélectionné, c'est un peu compliqué en tous les cas pour nous. Et j'avais une deuxième question par rapport au budget. Si vous avez dit que le budget ne devait pas dépasser les 115 000 €, est-ce que c'est bien la demande de financement qui ne doit pas dépasser 115 000 € ou c'est le budget complet du projet? C'est la demande de financement. Quand donc le coût complet du projet peut être supérieur à partir du moment où… Pas de problème. Très bien. Merci. Je crois qu'il y a, enfin, je vois plus de questions, je vois plus de mains levées. Peut-être que je me trompe, mais si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à prendre la parole. Marie, je ne sais pas si tu es de nouveau avec nous. Oui. Bah, moi, je vous entends. C'est oui. bien mon problème. Grégoire Mercier, j'ai une autre question en lien avec la précédente sur le budget. Je crois qu'il y a des détails sur le site, mais le taux d'intervention dépend, dans le cadre d'un consortium, chaque membre du consortium a un taux d'intervention en fonction de son statut, j'imagine. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Je ne comprends pas. Pardon. Donc, on présente une demande, enfin un projet avec un budget total et on fait une demande de financement spécifique, mais est-ce que vous regardez le taux d'intervention, c'est-à-dire le rapport entre la demande de financement et le budget total? Et si oui, est-ce que ce taux d'intervention dépend de la nature juridique du porteur de projet ou du membre du consortium? Ce qui est le cas dans les appels à projets BPI, par exemple, ou est-ce que c'est absolument pas le cas? Je dirais que c'est… Je sais pas. Ouais. Je pense pas, non. Enfin, on va regarder, on rebouclera en interne et on pourra vous répondre par mail. A priori, je dirais non. Enfin, je pense pas, mais… Ok. À vérifier. Merci. Je vois pas d'autres mains levées ni de questions dans le chat. J'ai une dernière petite question. Du coup, alors il y a 20 000 qui seraient pour le Green Data for Health et le reste pour le Health Data Hub. Mais si la contribution pour le traitement des données environnementales est estimée à plus des 20 kg, est-ce qu'on peut allouer une somme plus importante ou faut essayer de respecter ce périmètre de distribution santé-environnement? Alors, c'est vraiment un budget séparé, enfin scindé entre nos deux entités. Donc, il faut au maximum rester enfin au maximum, non, il faut rester dans le cadre des 20 000 €. Mais pour ça, on va avoir une phase de cadrage, comme disait Maria-Renée. Il va y avoir une signature. Suite à l'annonce des lauréats, viendra une phase de cadrage pour vraiment déterminer finement les besoins en termes de données identifiées, besoin d'accès, besoin de traitement. Et on pourra faire le calcul à ce moment-là. Mais juste pour préciser, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais l'argent qui est donné par le hub peut être utilisé à travailler des données qui ne sont pas des données de santé, mais des données environnementales. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous dire que cet argent-là doit exclusivement servir aux données de santé et pas à autre chose. Okay. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, d'accord. J'ai l'impression, ouais. Enfin, du moment qu'on peut aller au-delà des 20 kg € pour travailler sur de l'environnement.
Oui, c'est pas 20 kilos euros exclusivement pour les données environnementales et sans et le reste exclusivement pour les données de santé. Non, non. Ok. Sachant que sur la plateforme, comme c'est mis à disposition, effectivement, si vous effectuez des croisements directement depuis le hub. Ok, merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Pareil. Ah, Marie, on t'a reperdu. On t'a reperdu. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions. Non, on peut. Ce support, il est disponible sur la page dédiée du site du HDH de l'appel à projet. Il est également disponible, le cahier des charges, il est disponible sur Démarche simplifiée. Et n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'adresse mail dédiée si vous en avez éventuellement d'autres questions, et on mettra le replay également en ligne. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, je crois que c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Ben, merci à vous tous. Merci à vous. Bonne journée, puis à bientôt. On reste à votre disposition. Merci, au revoir.